Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce numéro du grand entretien politique de la semaine. Ce soir, le débat politique porte sur la démocratie et le droit. Le format est le même. Un invité, nous recevons chez vous et pour vous, Maître Kofi Sylvain Atominsan, avocat au barreau de Lomé, président de SICA, entendez par là, Cercle d'initiative citoyenne pour le challenge et le changement en Afrique et membre du tribunal de la FIFA. Bonsoir Maître. Bonsoir Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre emploi du temps un peu plus chargé. C'est un plaisir. Et bienvenue dans cette politique. Merci beaucoup. Bonsoir Maître. Bonsoir. Alors, comme ma collègue vient de le dire tantôt, avec votre triple casquette, aujourd'hui, dans le cadre précisément de notre émission, devrions-nous vous appeler Maître ou plutôt Président? Maître. Et puis j'ai d'autres casquettes que vous n'avez pas citées, mais je me plais à le dire. Pour vous, pour une certaine jeunesse togolaise. Je suis au tribunal arbitral du sport, ce n'est pas le tribunal de la FIFA, mais c'est du CIO. Et ensuite, je suis avocat inscrit à la Cour pénale internationale. Et je suis également membre du Conseil de l'Ordre et membre du comité exécutif de l'Union panafricaine des avocats. Je le dis tout simplement parce que il faut avoir la fierté de faire comprendre à nos jeunes qu'il faut travailler et il faut s'insérer dans tous les systèmes internationaux et régionaux pour pouvoir exister et faire exister son pays. Mais pour répondre à votre question, appelez-moi Maître. Nous ne sommes pas nombreux à s'appeler Maître au Togo. Donc, alors c'est parfait. On part sur la base de Maître alors. Merci. Le principe de cette émission, il est simple. C'est une expression libre, sans langue de bois, sans tabou. Oui. Alors toute première question, aujourd'hui, en tant que leader de la société civile, dites-nous quel est l'état de santé de l'Afrique en matière de droits humains et de liberté publique? Merci pour cette question. Je crois que cette seule question peut faire l'émission. Parce que je voudrais vous dire que les États africains qui sont indépendants il y a à peine 60 ans ont connu des générations où de rendez-vous sont manqués. Le premier rendez-vous, c'est le rendez-vous de l'école. Lorsque les Européens sont arrivés, ils ont convaincu nos parents d'aller à l'école, d'envoyer leurs enfants à l'école. Et ce rendez-vous, c'était comme le disait la Grande Royale dans l'aventure ambiguë, ils iront apprendre à lier le bois au bois. Ils iront apprendre à vaincre sans avoir raison. Ils iront apprendre surtout à construire des demeures solides. L'école a échoué de faire de nous de bons Africains. Nous sommes devenus des gens hybrides. Et surtout, ceux qui sont partis à l'école, la plupart ne sont pas revenus. Et que ceux qui sont revenus sont plutôt revenus pour contester leur tradition, pour contester ce que l'Afrique était. Ça, c'est le premier rendez-vous manqué, la première promesse que nous n'avons pas tenue par rapport à nos populations. Le deuxième rendez-vous manqué, c'est le rendez-vous de l'indépendance. Nous nous sommes engagés, nos parents se sont engagés à obtenir pour les États africains l'indépendance, leur libération, pleine et entière, sur tous les plans, politiques, économiques, culturels et tout. Et très vite, c'est devenu un fiasco parce que si les pères des indépendances n'ont pas été tués, certains sont devenus des despotes dont il a fallu se débarrasser en montant des militaires qui ont fait des coups d'État, qui se sont imposés en créant des partis politiques, des partis uniques, où ils ont régenté leur pays comme des rois, des chefs, et pendant une trentaine d'années, ils ont régné sur leur pays, ayant droit de vie et de mort sur leurs concitoyens. Et donc, c'est le second échec, celui des indépendances. Les indépendances ne nous ont pas permis de nous libérer du néocolonialisme, de nous développer. Les pères de l'indépendance, Kwame Nkrumah, Sylvanus Olympio, Patrice Lumumba, ont été assassinés à un degré moindre. Modibo Keïta, Diori Amani, Hubert Maga, ont été assassinés ou ont perdu le pouvoir. Et ceux qui ont pris la suite ont créé des partis politiques, des partis monopartisans, et ont idolâtré leur population. Donc,
ce que nous appelons l'échec des indépendances se trouve dans cet élément-là. Et au cours de 30 ans, on a nié la démocratie. On a même proclamé des républiques démocratiques qui ne l'étaient pas. Dans les faits. Dans les faits, parce que c'était des partis uniques, où c'est le timonier national, le guide suprême, qui donnait toutes les institutions et qui donnait toutes les autorisations. Ça, c'est le deuxième échec. À la fin des années 90, ceux qui sont partis parce qu'ils sont allés à l'école des Blancs, oui, ils ont décidé de revenir. On a commencé par les appeler les venus de France. Et ils ont voulu, en profitant du contexte international avec la glasnost et la perestroïka en Union soviétique d'alors, ou la destruction du mur de Berlin, oui, et avec la conditionnalité des droits de l'homme et de la démocratie imposée par François Mitterrand d'alors. Donc ils ont voulu profiter de cette situation pour apporter la démocratie. Et pendant deux ans, ils nous ont jetés dans les rues pour contester le pouvoir monopartisan qui était en place. Changer les choses. Pour changer les choses. Ils ont promis le changement, ils ont promis la démocratie. Très vite, c'était la troisième désillusion, parce que ceux qui sont issus, les pouvoirs qui sont issus de ce mouvement-là, ont manqué le coche. Soit ils sont devenus eux-mêmes des despotes, ou alors ils ont eu des comportements inadaptés à la démocratie. Vous avez l'exemple d'Alpha Condé en Guinée qu'on a dû balayer. Vous avez l'exemple de Nicéphore Soglo au Bénin qu'on a dû ramener quelques recours pour rétablir un certain nombre de choses. Ou alors, les nouveaux dirigeants qui sont venus sous le coup de ce renouveau démocratique se sont mus eux-mêmes, ils se sont confondus au pouvoir, qui sont venus combattre, ils sont devenus leurs alliés. Quand vous voyez dans nos pays aujourd'hui, tous ceux qui sont venus ou qui se disent des intellectuels, qui sont venus de l'Europe et tout ça, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Ce sont ceux qui accompagnent les résidus des pouvoirs qui sont restés. Et donc, nous avons également manqué à ce troisième rendez-vous. Le troisième rendez-vous, celui de la démocratie. Et ce rendez-vous, nous l'avons manqué parce qu'il y a aussi un contexte international qui s'est imposé à nous. Il y a la montée de nouvelles puissances, comme la Russie, comme la Chine, comme l'Inde, qui n'ont plus de conditionnalité sur les questions des droits de l'homme, sur les questions de démocratie, qui viennent faire affaire, oui, et qui sont devenus nos nouveaux maîtres. Et très vite, nos populations ont trouvé en ces nouveaux patrons, sous l'effet de la manipulation, sous l'effet d'une propagande, ils sont devenus nos nouveaux maîtres. Et aujourd'hui, la tendance actuelle, c'est de dire que les Occidentaux sont mauvais, de brûler leur drapeau. Et nous sommes dans une position où nous voulons vendre les voleurs que nous connaissons très bien pour aller acheter des sorciers qu'on ne connaît pas. Et ça me permet de revenir à votre situation. La démocratie dans nos pays est en recul. Vous avez vu qu'en Centrafrique, quelqu'un qui est venu par la démocratie, par la voie démocratique, quelqu'un à qui mon ami Catherine Samba Panza a transmis le pouvoir, fait feu de tout bois pour transformer l'État centrafricain en une monarchie avec un régime où le chef de l'État n'a pas de limite. Oui. Mandat non limité. Mandat non limité. L'exemple, nous le connaissons. Beaucoup de pays. Macky Sall l'a tenté au Sénégal, mais comme les Sénégalais ont résisté, il a reculé. Ibeka l'avait tenté au Mali, il a reculé, mais ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir. Alpha Condé l'a essayé en Guinée, ce sont les militaires qui ont pris le pouvoir. Chaque fois que les militaires interviennent dans la vie d'un État, c'est que la démocratie est en péril. Parce que par essence, les militaires ne doivent pas s'occuper des affaires politiques. Ils doivent rester dans leur caserne. Mais l'évolution du monde actuellement fait qu'ils peuvent tout se permettre parce que ce que nos peuples demandent, c'est de manger, oui, de se soigner, de boire. Eh bien, comme les autres puissances, les nouveaux sorciers que nous sommes en train d'aller chercher leur promettent ça, le peuple
ferme les yeux. Mais en même temps, quand vous voyez le fonctionnement de nos populations, nous sommes dans une sorte de fatalisme qui fait que la démocratie n'est plus notre préoccupation de tous les jours. Parce qu'on nous promet des hôpitaux de référence, on nous promet l'école nouvelle, avec les mêmes méthodes, avec la même façon, la même philosophie. Parce qu'une école ne peut pas fonctionner en Afrique lorsque l'enseignement est donné dans la langue de l'étranger. Est-ce que vous avez vu quelqu'un rêver dans une langue qu'il ne connaît pas? Madame, est-ce que vous rêvez en chinois? Est-ce que vous rêvez en russe? Jusque-là, pas non, encore. Un rêve ne peut se réaliser que lorsque dans la langue qu'on parle. Et l'école doit être le moteur de nos rêves que nous devons réaliser. Or, l'école est devenue aujourd'hui une sorte de jeu d'échecs où on veut moderniser l'école, mais en créant des structures qui ne nous permettent pas de nous développer nous-mêmes. Alors, Maître Atto, si vous permettez, est-ce que cela voudrait dire qu'aujourd'hui, vous remettez déjà en cause le système éducatif africain actuel? Oui, il faut. Il faut que nous retournions à une certaine école qui nous apprenne à nous connaître. L'école actuelle, j'ai l'honnêteté de le dire, mes 3 enfants, ils n'ont pas fait l'école togolaise. Ils ont fait l'école française. Et dès qu'ils sont finis, ils sont partis en Europe. Nous ne formerons pas des cadres qui partiront vivre en Europe. Mon second fils est dans le système informatique, sécurité, tout ça. Il ne reviendra plus ici. C'est des gens que nous perdons. Alors, de façon concrète, Maître Atto, qu'est-ce que vous proposez par rapport à ce système-là? Moi, je n'ai pas de force de proposition parce que je ne suis pas politicien. À la différence de ceux qui veulent que vous recevez sur ce plateau, moi, je n'ai aucune ambition politique. Vous êtes quand même un leader de la société. Ce que je propose, moi, dans mon avis, c'est la vision que nous avons au niveau de SICA, on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus. C'est que nous puissions avoir une éducation qui forme et change l'homme africain en lui permettant de coller à toutes les réalités, aux réalités qui lui sont propres. Est-ce que les Chinois que nous illustrons aujourd'hui n'enseignent-ils pas dans leur langue avant d'enseigner en anglais? En mandarin, apprendre, c'est copier. C'est pour ça que les Chinois ne font que copier. Pour eux, copier, ça fait partie de leur langue, de leur quotidien. Donc il faut que nous revoyions notre système d'enseignement. Globalement, je vois que le ministre Kokoroko tente de créer une nouvelle dynamique pour parler du Togo. Je ne connais pas pour les autres pays. Mais j'ai tenu le même discours à Cotonou lorsque j'ai été invité pour m'exprimer sur l'éducation en Afrique. Donc il faut... Maintenant, je n'ai pas les éléments de vous répondre parce que je suis parfois mal placé. Parce que je parle moi-même mal ma langue. Je ne la parle pas bien, je ne suis pas aussi courant quand je parle français que quand je parle mina. Donc il faut d'abord changer la langue d'enseignement. On avait essayé de nous enseigner le kabylie élevé, mais ça n'a pas beaucoup évolué. Quand vous allez au Rwanda, tout se fait en kinyarwandais. Quand vous allez en Éthiopie, ça se fait dans leur langue. Quand vous allez maintenant dans les pays comme l'Afrique de l'Est, je reviens de Zambie, se fait en Swahili. Il faut maintenant que nous créions un vecteur de l'enseignement. La première chose. La deuxième chose, il faut que nous apprenions à nos enfants à connaître les héros de notre vie. On connaît bien l'histoire, on connaît bien Victor Hugo, on connaît bien Lamartine, mais on ne sait pas qui est Félix Kouchoro. C'est à peine que vous connaissez celui qu'on appelle Mongo Betty. Si je vous pose la question maintenant, je ne suis pas sûr que vous pouvez savoir entre Mongo Betty, quelle est la différence entre Mongo Betty et Zaboto. Je ne suis pas sûr que vous puissiez le savoir. Moi, je le sais. Parce que moi, j'ai eu la chance d'aller à 2 écoles. En même temps que j'apprenais la littérature française,
je m'attachais à la littérature. Ce sont des petits exemples comme ça qui me permettent de dire qu'il faut revoir notre éducation. Alors, il faut qu'on se rende compte de notre propre histoire, qu'on retourne à nos comptes. Alors, maître, si vous permettez, revenons à la question que je vous ai posée. Donc, aujourd'hui, en Afrique, les droits humains et les libertés publiques sont en mauvais état, de façon... On ne peut pas, nous avons progressé. D'accord. Il faut être honnête. Nous avons progressé parce que nous assistons à un monde où on nous voit. Tous les actes que nous posons sont su et dupliqués partout où on se déplace. Et ensuite, nous avons un système judiciaire international qui permet de limiter un certain nombre de dégâts. Parce que quand on a la menace de la Cour pénale internationale ou de la Cour de la CEDEAO et tout ça, ça permet aux gens de ne pas commettre les mêmes erreurs. Mais l'espace civique est toujours réduit dans beaucoup de pays. Vous ne pouvez pas vous exprimer sur un certain nombre de choses. Les questions sont tabous. Et la manière de vous réprimer a changé. La méthode est plus huilée. On ne viendra pas vous tuer. On a même pu commencer cette émission. On a une pensée pour ce député congolais qu'on a tué la dernière fois. On a eu une pensée pour lui. Voilà, ce sont des exemples qui me font dire que les droits de l'homme sont encore à construire dans nos pays. Il y a du travail à faire. Il y a du travail. Et comme il y a certains esprits, certains idéologues d'un système des droits de l'homme à l'africaine, alors que nous avons des standards, sur ce domaine-là, nous avons des standards internationaux qu'il faut adapter à nos sociétés, à nos réalités pour pouvoir avancer. Eh bien, lorsque ça leur plaît, ils disent non, qu'il ne faut pas... les droits de l'homme, c'est de la marchandise rapportée de l'Occident. C'est des luxes qu'on ne peut pas se permettre. Mais quand ça les arrange, bon, ils disent on va faire les droits de l'homme. C'est le discours. Dans le discours, nous sommes dans tous les pays, nos constitutions garantissent les droits de l'homme. Oui. Maintenant, c'est dans les actes qu'il faut chercher. Et vous savez autour de vous que ce n'est pas forcément la meilleure chose. Oui. Alors, maître, allons dans la même ligne de mire que mon collègue. Sur ces 20 dernières années, plusieurs observateurs s'accordent à dire qu'il y a eu des avancées en matière de droit général et en particulier en matière des droits humains en particulier. Oui. Alors, par contre, en matière de la démocratie, ne trouvez-vous pas qu'il y a un net recul ? Je ne peux pas. Il y a quand même des îlots de démocratie qu'il ne faut pas ignorer. Oui. Le Kenya, même si ça s'est passé dans des conditions un peu dramatiques par le temps, vous prenez la Tanzanie, vous prenez la Zambie, vous prenez le Botswana, la dévolution du pouvoir se fait par les urnes, même s'il y a un certain nombre de contestations. Mais de façon générale, et quand vous comparez, vous voyez que la situation en Afrique de l'Ouest est mieux que la situation en Afrique centrale. Et la situation en Afrique de l'Est est mieux qu'en Afrique de l'Ouest. C'est de façon... Il y a une certaine hiérarchie du baromètre de la démocratie qu'on peut observer sur le continent. Alors que dans certains pays francophones, on s'active à sauter le verrou de la limitation de mandat. Et lorsque vous voyez, et toujours de façon comparative, c'est dans les pays francophones que nous faisons cette gymnastique, nous faisons ce jeu où nous nous moquons de nos populations. Nous demandons à des esprits payés de venir sur les plateaux pour dire que c'est le chef de l'État seul qui peut régler les problèmes du monde entier, donc il ne faut pas limiter le mandat. Donc, il faut être assez réservé, il ne faut pas être tranchant en disant que non, rien ne va pas démocratiquement. Non, il y a des îlots d'avancée de démocratie, comme le Sénégal. Macky Sall n'aurait pas pu reculer si le peuple sénégalais, mais en même temps, la démocratie est une construction par le peuple, pour le peuple. Si les peuples eux-mêmes abdiquent, ils renoncent, eh bien les dirigeants font comme si de rien n'était. Lorsque vous m'avez posé, on reviendra sur le cas du Togo, on reviendra là-dessus. Donc, il ne faut pas être tranché. De toute façon, moi, j'ai la possibilité de dire que ce que moi j'ai connu il y a 20 ans, il y a 30 ans, ce n'est pas ce que vous vivez actuellement. La preuve, nous sommes en train de faire une émission qui a 25 ans, 30 ans, vous ne pouvez pas faire.
ne pouvez pas me mettre à poser des questions sur la démocratie et les droits de l'homme. C'est la police et la gendarmerie qui viendront vous chercher. Alors, là, nous sommes dans une secteur d'avancée. Alors, maître, d'abord, lorsque vous étiez en train de répondre à la première question, vous aviez évoqué la démocratie, le troisième rendez-vous manqué de la démocratie. Oui. Vous aviez parlé de ces élites-là qui ont été à l'école des Blancs, qui sont revenus et qui n'ont pas tenu leurs promesses. À votre avis, pourquoi est-ce que ces Africains-là, formés de l'autre côté, n'ont pas tenu leurs promesses ici sur le continent africain? Est-ce que ça voudrait dire que dans un sens, l'Africain même en soi est désintéressé par rapport au développement de son propre continent? Ou qu'est-ce que cela signifie? Vous savez, il m'est difficile de répondre à cette question parce que je suis l'exemple de ceux-là que je suis en train de critiquer. Ah. Je suis l'exemple de ceux-là, sauf que moi, je n'ai jamais eu un mandat politique. Je n'ai jamais été ministre, je n'ai jamais été député, pour des raisons personnelles. Et donc, je ne peux pas, de façon précise, vous dire que ça me concerne. Mais globalement, quand vous voyez des gens qui sont revenus, qu'on est allé chercher dans les universités, dans les sociétés européennes ou tout ça, donc, lorsqu'ils viennent, ce qui les préoccupe, c'est d'avoir un confort, d'avoir de belles maisons, de belles voitures. Et on est pratiquement pris par la malédiction de la gloutonnerie. Donc le bien de la population africaine passe en derrière vos positions. Et on se coupe du monde. Il y a eu des inondations la dernière fois. Ceux qui ont été plus impactés, c'est ceux qui vivent dans les quartiers reculés et tout. Nous qui sommes dans la cité et tout ça, on n'a pas vraiment été impactés. On n'a pas vraiment été impactés. Et lorsqu'on vit, on revient. On a vécu un peu difficilement en Europe, parce que même si on a de bons emplois en Europe, on ne vit pas dans les mêmes conditions que nous vivons ici, en Afrique. Et donc quand on retrouve ce confort-là, on oublie le peuple. On oublie le développement du peuple. On ne se pose pas la question de savoir, parce que lorsqu'on vient prendre ses postes, tout est payé. On ne te coupe jamais l'électricité, on ne te coupe jamais l'eau ni le téléphone. Donc, tu n'as pas conscience qu'on peut couper le téléphone chez le voisin, qu'on peut couper l'électricité au citoyen lambda qui n'a pas pu payer 5 000, 7 000, alors que toi, tu as consommé 300 000, 500 000 d'électricité qu'on a payé à ta place. Donc, on se coupe de la réalité, on se coupe du peuple. Et c'est ça qui fait que c'est l'échec de l'éducation. Nous sommes allés apprendre à lier le bois au bois, mais nous sommes venus, nous n'arrivons pas à construire des demeures solides pour les autres, pour nous-mêmes. Alors, maître, revenons maintenant à la situation au Togo, notre pays. Depuis plusieurs années, il y a des organisations de la société civile et certains partis politiques de l'opposition qui ne cessent de dénoncer une certaine singularité dans la situation politique de notre pays, le Togo, où il s'agirait plutôt d'une démocratie de façade que d'une république avec une constitution taillée sur mesure pour pérenniser un pouvoir séquentenaire. Votre analyse? Non, encore sur ce plan, je ne serai pas tranché. Mais c'est vrai que nous vivons une situation bizarre dans notre pays, où l'opposition a pratiquement disparu de la circulation. La société civile est réduite à aller planter des arbres, à organiser des séminaires, ou à organiser des déjeuners, des dîners, et moi-même à organiser une compétition de danse pour revaloriser notre culture. Mais la société civile que nous, on avait connue lorsque nous étions au campus, c'est une société civile engagée sur des thématiques comme les droits de l'homme. Même si les droits politiques, civils et politiques, ont connu une avancée, il y a les droits socio-économiques qui sont en état de léthargie. Parce que nous vivons dans une misère, dans une indigence matérielle et morale. Et le chef de l'État lui-même l'a reconnu. Il y a une minorité qui a pris la majorité de la richesse ou des biens de notre pays et les autres végètent dans les difficultés. Et alors, le seul recours qu'ils ont, c'est d'aller dans les églises, d'aller danser, d'aller chanter pour des pasteurs qui s'excitent. Le seul recours qu'ils ont, c'est de partir, de prendre la mer, de chercher à partir ailleurs. À émigrer. Le seul recours qu'ils ont, c'est de donner la main au mouvement
d'extrémisme violent. Et donc, nous avons quand même une avancée sur les questions des droits de l'homme parce que je viens encore de vous le dire, on s'exprime facilement, on ne tue plus comme dans le temps, il n'y a plus des arrestations arbitraires, massives comme il y avait dans le temps. Mais sur le plan démocratique, il y a sujet à discussion. Les élections sont des occasions de dépenser de l'argent, mais qui ne donnent vraiment pas grand-chose. Et je suis tenté de dire que les élections sont devenues inutiles ou source de difficultés pour nous. Parce qu'on nous a encore demandé d'aller nous enrôler la dernière fois. Et sur ça déjà, il y a débat. Il y a problème, il n'y a pas de consensus. Tout simplement parce que nous sommes dans une situation où certains veulent ruser. Le jeu démocratique n'est pas suffisamment transparent ou sincère. Et les autres, parce qu'ils ont tous les pouvoirs, donc ça ne les intéresse pas d'écouter les autres. Et il faut s'inquiéter de cette situation où l'espace civique est réduit, où les populations font comme rien ne les intéresse. Ils passent leur temps à aller boire la bière diamant, la nouvelle chose qu'on a créée pour nous occuper. Mais si vous permettez, donc vous ne trouvez pas justifié le débat qu'il y a aujourd'hui autour des opérations d'enrôlement, c'est ça? Oui, je l'ai tout justifié. Parce qu'il y a des partis politiques dont le rôle est de contrôler le fonctionnement démocratique de notre pays. Et ces partis politiques ont estimé que l'enrôlement n'a pas répondu aux normes, n'a pas été transparent. C'est leur droit. La société civile également peut porter ce message-là, mais nous n'avons pas été observateurs. Par exemple, de cette opération, nous n'avons pas été observateurs. On aurait pu le faire. On attend que les élections pour être observateurs. On aurait pu le faire. Parce que c'est... Il y a quand même certains partis qui affirment avoir été sur le terrain, avoir constaté les faits. Oui, c'est leur rôle. Comme je dis, c'est les partis politiques, c'est leur rôle. Moi, j'ai été au Parti socialiste en France. On occupe le terrain. On a des militants qui sont très, très engagés. Tout ça. C'est pour ça que, par exemple, en France, on n'ira pas offrir du riz ou de l'huile à un militant du Parti socialiste pour qu'il dise autre chose. C'est aussi l'une des dérives de notre démocratie. À l'approche des élections, on va distribuer des sacs de riz et on attend 5 ans pour le faire. Donc maintenant, revenant au cas Togo, dont vous étiez en train de faire un développement. Je disais que pour le Togo, les partis politiques ont raison de soulever cette situation. Maintenant, il faut apporter des preuves concrètes, des éléments de preuve qui vont permettre à l'institution chargée de l'organisation des élections de voir si les preuves sont probantes, sont concrètes et de redemander, un temps soit peu, la reprise de l'opération. Et là aussi, il y a des instances judiciaires qui sont appropriées pour pouvoir régler ces situations-là. Et il faut avoir le courage de les saisir, en étant sûr que les juges seront libres et indépendants de rendre leurs décisions. Ça, c'est une autre paire de manches. Alors, maître, est-ce que, dans les faits, on ne serait pas fondé de donner raison aux pourfendeurs du pouvoir en place? Aujourd'hui, presque tous les leviers sont entre les mains du parti au pouvoir. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit. L'Assemblée nationale, en majorité, il y a une majorité présidentielle. Le pouvoir est entre les mains du chef de l'État. Le gouvernement est conduit par une première ministre nommée par le chef de l'État qui peut la révoquer à tout moment. Les ministres répondent également au chef de l'État. Oui, c'est une situation que toute personne constate, qu'il fait bien d'être à unir que d'être dans un autre parti politique. Oui, tous les citoyens le constatent. Et c'est dommage pour la démocratie. Je l'ai dit. Parce que nous ne sommes pas dans un système de parti dominant. Un parti unique qui ne dit pas son nom. Nous avons choisi, dans les années 90, d'être un État démocratique.
À partir de ce moment-là, nous devons ouvrir le jeu démocratique. Mais on vous dira que ce n'est pas seulement au Togo, même en Europe, il y a des situations où le pouvoir est entre les mains du même parti politique. Oui. Mais si ça dure des années, ça crée une certaine lassitude. Oui. C'est pour ça que j'ai dit au prime abord qu'il faut ouvrir le jeu démocratique, qu'il faut ouvrir l'espace civique, que les gens puissent s'exprimer, que les gens puissent dire ce qu'ils pensent, et sans qu'on ne prenne ça comme de l'opposition au système en place. Il y a des avancées qu'on ne peut pas nier. Celui qui le nierait est de mauvaise foi. Il y a des choses qui se font dans notre pays et qu'on peut saluer. Mais il y a d'autres choses qu'il faut améliorer. Et surtout, il faut que nous nous sentons dans un pays où l'expression est libre, où les richesses du pays profitent à tout le monde, ou à la majorité des citoyens, parce qu'on ne peut pas être à 100% heureux. Oui. Alors maintenant, ce déséquilibre-là, en fait, dont vous venez de faire cas, et qui est beaucoup plus en faveur du parti au pouvoir, est-ce que cela ne rend pas improbable une éventuelle victoire de l'opposition aux différentes consultations électorales? Non, il faut que l'opposition s'organise pour gagner les élections. Parce que l'opposition doit savoir pourquoi elle les perd souvent. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'elles vont, avant même de commencer les élections, elles commencent par se tirer dessus, pas s'insulter, les querelles internes, pas s'écorcher. Il y a d'abord les querelles intestines, qui sont souvent alimentées par des forces obscures. Parce que si vous êtes bien constitué, vous êtes sérieux, vous devez vous apercevoir que c'est celui-ci qui a plus de chances de passer. La situation que nous avons vécue en 2020, on le dit en 2020, c'est qu'on est allé prendre un candidat de l'opposition autour duquel il n'y a pas eu de consensus. C'est le bon Dieu qui est descendu, qui a inspiré le prélat et qui nous a dit, allez, c'est celui-ci. Il ne faut pas mettre Dieu dans ce genre de choses. Ça a créé une situation de conflit à la base. Puisque quand vous interrogez les responsables des partis politiques, ils n'ont pas compris comment ça s'est passé. Et il y a des individus qui ont subi des blessures de la part de ce monsieur qui ne rallieront jamais sa cause. Et j'en suis l'expression vivante. Donc, il y a aussi ce phénomène-là où nous n'arrivons pas au niveau de nos pays à créer un équilibre entre l'opposition et le pouvoir chaque fois que nous avons les élections. Et aussi, il ne faut pas perdre de vue que le pouvoir en place a plus de moyens que les partis de l'opposition. Dans les systèmes où les fonds de campagne sont limités, les jeux sont assez équilibrés. Comment vous pouvez aller compétir dans un scrutin où votre adversaire a 100 millions qui distribue dans les villages et vous n'avez que 5 ou 10 millions. Il y a des gens qui ne peuvent même pas louer un bus pour faire le tour du Togo, alors qu'il y en a qui louent des hélicoptères, des avions pour faire... Le jeu est déséquilibré. Or, la démocratie, c'est le rendez-vous de l'équilibre des pouvoirs, de l'équilibre des forces. Et il faut toujours créer le consensus, arriver à trouver le consensus. Est-ce que vous voyez que les élections se déroulent dans beaucoup de pays? Il n'y a jamais eu de problème. On accepte en avance, sauf le fou aux États-Unis qui n'a pas accepté ou au Brésil qui n'a pas voulu accepter. Mais à la fin, on trouve toujours un consensus. Alors, maître, vous permettez, ils sont nombreux, ces Togolais, à croire de moins en moins à des élections transparentes et démocratiques. Quel est votre... Je fais partie de ces Togolais. Ah. Et je suis même tenté de dire que les élections futures, il ne faut pas les faire. Il faut utiliser cet argent-là pour créer un second hôpital de référence à Kara. Ça éviterait aux populations de Kara de devoir venir ici pour venir à l'hôpital de référence. Cet argent peut servir. Je disais à mes étudiants qu'il faut trouver un consensus, nous, en Afrique, pour dire, monsieur Lawson, vous faites 10 ans,
on signe un contrat social, on ne fait pas d'élection. On fait économie des deux élections, là, des dépenses qu'on fait pour prendre un sujet de développement. On dit, pendant 10 ans, on va construire des hôpitaux, au moins 5, dans 5 régions du Togo. M. Lawson a fait les 10 ans, son contrat est fini, on va chez Mme Ndiabré. 10 ans, vous ne développez que le sujet des femmes. 10 ans, on fait encore des élections, et là on prend le niveau des grands électeurs, comme on le dit, comme on le fait dans certains pays, et on va voter pour ces grands électeurs qui ont été élus par leur communauté de base. Ils vont élire le président, on lui donne un mandat de 10 ans, et il s'en va. Ça nous fait l'économie de faire des élections à l'européenne, qui sont un gouffre financier. Et surtout qu'aujourd'hui, pour éviter que la communauté internationale ne regarde la transparence des élections, on leur dit que nous allons les organiser nous. Sur fonds propres. Sur fonds propres. Et c'est ce fonds propre, Dieu seul sait où on va les trouver. Et c'est le peuple qui en paye le prix. Moi, je pense qu'il faut renouveler, il faut voir un nouveau système d'accès au pouvoir et d'organisation des élections pour faire l'économie et que pendant 10 ans, nous choisissons, parce que vous savez, pendant 30 ans, on a dansé, on a chanté dans ce pays. Si on avait réussi à prendre chaque préfecture pour dire cette année, c'est cette préfecture qu'on va développer, on va réussir à construire ou bien une route chaque année, nous aurons au moins 50 routes dans ce pays et le pays est trop petit pour qu'on ait fini de le doter des routes. Donc moi, c'est mon idée, parce que je pense que ces élections, c'est parti encore pour créer des compensations. Ou alors, il y aura un candidat qui aura de la suprématie. On lui trouvera quelques lièvres pour l'accompagner et il gagnera. Les mêmes frustrations resteront. Le même fatalisme que nous vivons aujourd'hui continuera. Donc je pense que pour renforcer le système démocratique de notre pays, il faut trouver d'autres aménagements. Nous, les Togolais, nous avons suffisamment, comme nous aimons la paix, nous avons suffisamment de leviers pour arriver à ça. Parce que les partis d'opposition ont échoué à travers leur querelle intestine. Moi, j'ai vécu ça. J'ai connu Abouibo, j'ai connu Edem Kodjo. C'est des histoires de personnes qui ne nous font pas avancer. Donc, les partis politiques ont échoué parce qu'ils n'ont pas fait leur opposition. Il y a certains qui ont même en leur sein des querelles. Abouibo est parti. On a du mal à trouver un dirigeant pour le cas qui a été un parti historique. Donc, ça aussi, c'est la question de la démocratie au sein de nos partis. Puisque c'est le fondateur qui est président à vie de ce parti. Il ne se retire jamais. Il ne crée pas les conditions de renouveler, comme c'est lui qui finance le parti. Or, nos partis ne sont pas financés par les membres. Les gens adhèrent aux partis politiques pour aller prendre de l'argent, au lieu de donner de l'argent à nous. C'est aussi la façon de construire notre démocratie. Donc, Maître Ato, qui finance aujourd'hui les partis politiques de l'opposition? Normalement, il y a un système de financement des partis politiques où l'État doit donner de l'argent, surtout aux partis majoritaires à l'Assemblée nationale. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret de Dieu, je n'ai pas assez au budget de notre pays. Mais les partis politiques actuels, pour ceux que je connais, sont financés par leurs membres, à beaucoup plus par leurs responsables. Et ça, ce n'est pas un bon jeu. Il faut que nous, les Africains, nous apprenions à participer à la vie de nos organisations. Moi, j'ai créé SICA, mais les membres ne cotisent pas. Pas tous. Donc, on vit sur les fonds des partenaires et tout. Ce n'est pas sérieux. Le jour où le partenaire vous dira, moi, je veux que vous inscrivez dans vos programmes l'éducation à l'homosexualité, si vous refusez, il vous coupe. Maître, dans votre développement, vous aviez dit qu'il serait mieux de ne pas aller aux prochaines élections. Non, je n'ai pas dit ne pas aller aux prochaines élections. Je dis que si la situation se présente comme nous le voyons actuellement, une situation bizarre où il n'y a pas, les partis d'opposition ont complètement disparu, ce n'est pas la peine d'aller organiser des élections parce qu'on sait que ça donnera le même résultat.
Mais ces élections, normalement, contribuent à renouveler quand même... non, les élections parlementaires, vous parlez de... Oui, non. Pour les élections parlementaires, il faut aller aux élections parce qu'il faut désigner les députés. Même s'ils sont des députés de la majorité, les lois doivent être votées par les députés. Ça, il faut le faire. Oui. Vous savez, les élections qui créent des crispations, c'est les élections présidentielles en Afrique. Ce n'est pas les élections... locales. Non, tout ça, ça ne crée pas beaucoup de crispations. C'est les élections présidentielles. Je parle des élections présidentielles. D'accord. Parlons justement des élections. Cette année, le Togo va organiser celle régionale pour la toute première fois. Et face à ces élections, il y a quand même diverses opinions. Il y en a qui pensent que ce n'est pas encore le moment. Le Togo n'a pas encore vraiment fait asseoir ces différentes communes pour passer à des élections régionales. Il y en a qui pensent que c'est le moment. Vous vous situez où? Non, je me situe dans la première position. Parce que j'estime que les maires ne sont pas, les communes ne sont pas suffisamment outillées, n'ont pas assez d'autonomie pour rajouter d'autres institutions. Je pense à mon humble avis qu'il faut plutôt renforcer les communes, organiser, parce que les municipales sont encore proches, renforcer les communes, trouver des moyens pour que l'État les accompagne sur un certain nombre de choses, parce que, à la limite, vous allez assister à des raquettes au niveau des mairies qui déversent les gens dans les rues pour aller élever des taxes, et ça crée des problèmes. Donc, c'est la première expérience que nous avons des municipales. Il faut la laisser mûrir avant de créer encore d'autres... moyen d'aller caser ceux à qui on sait qu'on ne peut rien donner et qui se disent nous sommes messieurs également élus, nous sommes des conseillers régionaux, ça on est content d'être conseillers régionaux, mais au fond il n'y a pas grand-chose. Je pense que pour des raisons économiques, il faut attendre pour les régionales. Renforcer les communes. Quand vous voyez ce qui se fait à Ného, ce qui se fait à Palimé, et les maires qui sont de toute façon très proches du pouvoir, il faut quand même se réjouir que c'est du travail qui se fait, du bon travail qui se fait dans ces communes-là. Mais il faut laisser les choses, voilà, du temps pour que les communes deviennent autonomes, qu'elles ne dépendent plus des États, avant de créer de nouvelles structures. Bon, on nous a dit que ce sont les conseils régionaux qui vont élire les sénateurs. Oui. Je pense également que nous n'avons pas encore besoin de Sénat. C'est mon avis. Maintenant, après, si on trouve qu'on a les moyens de financer, parce qu'il ne faut pas créer les institutions où il faut entretenir les gens. Parce que déjà, les députés, on doit les payer chaque mois. Il faut payer les sénateurs, il faut payer les conseils. Ça va nous faire des dépenses alors que nous avons d'autres priorités. Des écoles à construire, des hôpitaux à rénover et à construire, et puis nos routes. Et surtout, nous avons un défi climatique qu'il faut relever. On n'en a pas beaucoup parlé, mais nous avons un défi climatique. Nous avons un défi sécuritaire. On a besoin de moyens pour tout ça là. Je crois qu'il faut laisser passer. Il faut utiliser les moyens pour régler les défis sécuritaires, les défis climatiques, les défis de développement, le développement social et économique dans nos régions, que d'aller encore créer d'autres organes de gestion. D'autres organes. Alors, maître, excusez-moi, parlons toujours de ces échéances, autant pour moi, électorales. Quelle est, selon vous, la clé magique pour pouvoir avoir des élections sans contestation? Non, je pense que la clé magique, c'est la sincérité entre les acteurs politiques. C'est l'honnêteté. C'est à un moment donné de se dire, mettons bas la terre, ce qui nous préoccupe, c'est l'intérêt supérieur du Togo. Nous voulons paraître comme un modèle de démocratie en Afrique. Alors, il faut mettre les moyens pour le faire, pour le réussir. En fait, il faut rendre le jeu démocratique sincère. Il faut également que les gens qui vont se positionner soient des gens convaincus. Parce que si on a l'idée que je vais être conseiller régional pour pouvoir trouver de quoi manger et tout ça, il y a ces affrontements de part et d'autre. Donc, il faut mettre au cœur de l'action l'intérêt supérieur des Togolais. C'est de cette seule façon que l'on peut régler les problèmes de suspicion qu'on a. Et parfois, elles ne sont pas fondées, ces suspicions. Parce que
avant même de commencer, on se dit que non, les jeux sont déjà faits. Oui. Donc, mais s'il y a la sincérité à la base, les choses peuvent bien se passer. La clé, donc, il faut que nous soyons sincères les uns envers les autres. Je le disais tantôt dans mon introduction, vous êtes le président de SICA, entendez par là le cercle d'initiatives citoyennes pour le challenge et le changement en Afrique. Parlons-en. Alors, maître, en œuvrant pour la création du cercle d'initiatives pour le challenge et le changement en Afrique, sans doute, est-ce que c'est pour faire évoluer positivement les choses en Afrique et quelles a été jusque-là vos actions sur le terrain? Nous avons créé SICA en ayant fait le constat de tout ce que nous avons dit aujourd'hui. C'est que on ne peut changer une société qu'en se changeant soi-même et en changeant les autres. Lorsque Barack Obama, qui est d'origine africaine, est venu au pouvoir aux États-Unis, il n'a pas voulu changer la Constitution, tout simplement parce qu'il a été formaté depuis son enfance que lorsqu'on est président des États-Unis, on ne fait pas plus de 2 mandats. Lorsqu'on lui donne un cadeau qui dépasse un certain montant à l'étranger, il vient offrir ça à l'État. Parce qu'il a été formé comme ça. Nous sommes formés, et moi qui vous parle, il dit que je passe avant l'État. Je passe avant l'autre. Dans mon quartier, je peux faire la fête tous les jours. Les autres ne trouvent pas manger, ça ne m'intéresse pas. On ne peut pas créer le changement d'une société en se comportant comme ça. Si dans son quartier, on n'est pas éduqué à ne pas verser de l'eau dans la rue tout le temps, des déchets, tout ça, on ne les verse pas tout le temps. Ça doit commencer par soi. Donc nous voulons créer un changement individuel pour opérer un changement de notre communauté, de notre société. Nous avons également, nous les Africains, la posture de dire que c'est l'État qui doit tout nous faire. L'État doit balayer la devanture de nos maisons, l'État doit nous fournir ça, l'État doit nous fournir ça. Alors que quand vous allez dans les pays, dans les autres pays en Europe et autres, le citoyen prend sur lui de développer le milieu où il habite, et de développer son quartier et de développer son pays. Donc nous voulons créer un changement de mentalité. En fait, il faut changer la mentalité des gens. Parce que vous, si vous ne choisissez pas de prendre la mer pour aller en France, c'est parce que vous êtes conscientisé du danger de la chose et de l'inutilité aujourd'hui d'aller en France. Parce qu'on réussit en étant ici que d'aller en France. Moi, je n'ai pas fait mes études en France, j'ai fait mes études ici avant d'aller les terminer. Mais je peux être orgueilleux de dire que j'ai quand même un parcours qui peut plaire. Donc c'est là. Donc les actions que nous avons menées sont sur 3 axes. Le leadership de la femme et de la jeune fille. Donc nous avons créé l'Observatoire panafricain de leadership féminin où nous formons les femmes, nous arrivons à dire aux femmes que votre destin est entre vos mains. Et ce n'est pas le mariage qui est l'aboutissement de la réussite de la femme. Parce que quand vous parlez à des jeunes filles, leur rêve c'est d'épouser quelqu'un qui a de l'argent. Pour pouvoir être à l'aise aussi. Pour pouvoir être à l'aise. Non. Si toi-même tu as de l'argent, si toi-même tu as un travail, si toi-même tu es capable, on a enterré hier Madame de Décrépy. C'est un modèle, c'est un exemple personnel. C'est un modèle de réussite, de leadership. Exactement. Et donc, ça c'est le premier travail. Parce que quand vous parlez aux jeunes filles africaines, soit leur rêve c'est d'épouser un prince charmant, de partir en Europe, ou de faire un certain nombre de choses. Mais il faut que la jeune fille apprenne aujourd'hui que c'est elle qui est la femme leader de demain. Et que les femmes doivent prendre le pouvoir dans nos pays pour changer les choses. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'axe culturel. Si nous ne nous approprions pas nos cultures, si nous ne cessons pas de considérer que c'est Jésus qui est le sauveur, c'est Jésus qui va nous permettre d'être riches,
c'est Jésus qui va nous permettre d'avoir une maison, et que nous ne travaillons pas, nous ne nous approprions pas nos cultures, nous ne pouvons pas avancer. Le troisième axe, c'est le développement, l'économie, ça s'entend, le climat et tout ça. Parce que l'Afrique a des leçons à donner en matière d'environnement aux autres. Il faut qu'on s'approprie cela. Et c'est sur ces trois axes-là que nous travaillons pour pouvoir faire développer la société et changer nos communautés. Il faut se changer les communautés et ensuite on va obtenir les changements. Alors, Maître, nous allons à présent aborder l'actualité internationale. Bola Tinubu, le président nigérien, prendra les rênes de la CEDEAO à partir de 2024. Et ce dernier a promis de lutter contre les coups d'État militaires dans la sous-région. Ne pensez-vous pas que le mal est ailleurs rapidement dans 2 minutes? Oui, le mal est ailleurs. Oui. Il faut créer des systèmes démocratiques transparents. Oui. Une gouvernance appropriée où on satisfait le peuple, les intérêts premiers du peuple. Personne n'ira chercher les militaires pour faire un coup d'État. Il suffit de créer les conditions d'une bonne gouvernance dans nos pays, où une minorité arrogante ne sait pas approprier le pouvoir et faire ce qu'elle veut pour que les gens ne soient pas frustrés. Et que nous participons. Les militaires ont dans leur maison des gens qui ne trouvent pas manger, des gens qui ont des difficultés. Et donc, ils sont frustrés, comme ils sont habitués à prendre les armes. Ils prennent les armes pour aller... Non. Il ne peut pas changer sur lui-même. Lui-même, il ne crée pas des conditions optimales de démocratie dans son pays. On sait comment il est arrivé au pouvoir. Et d'ailleurs, la CEDEAO a perdu de sa superbe... de sa crédibilité dans un certain nombre de crises. Il y a même... certains pays ont refusé de signer la charte qui refuse le changement constitutionnel pour modifier les mandats. Il faut déjà qu'ils règlent ça. Permettez-moi de vous couper, Maître. Quel sera votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire à vos téléspectateurs, donc à mes jeunes frères et à nos jeunes sœurs, et à nos auditeurs de Radio Fréquence aussi. Okay, voilà. que nous sommes, les Africains, nous avons une dernière chance. Oui. Aujourd'hui, je vous ai dit que nous avons manqué le coche sur 3 choses. Oui. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de partir et de ne plus tomber. Parce que nous avons notre destin entre nos mains. Nos yeux sont ouverts. Et nous avons des sujets d'être de comparaison. De cette façon, c'est de cette seule façon que nous pouvons nous exprimer et aller au rendez-vous de l'universel. Parce qu'aujourd'hui, les Africains, nous devons porter quelque chose pour montrer sur le marché de l'universel que nous avons quelque chose à donner. Et alors, c'est ce rendez-vous-là qu'il ne faut pas rater. Si nous le ratons, c'est parti pour encore une bonne génération. Et ce sera malheureusement pour vous, parce que nous, on est en train de partir. On fera tout pour ne pas la rater. Exactement. Merci à vous, Maître. Merci à toute l'équipe qui a assuré la réalisation de cette émission, toute l'équipe technique, la rédaction et la direction. Nous étions avec Kofi Sylvain à Thominson, avocat au barreau de Lomé, président SICA, entendez par là, cercle d'initiative citoyenne pour le changement en Afrique et membre du tribunal de la FIFA. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de 7 Politique.